Nos prisons sont-elles des centres de correction ou bien des centres de destruction de l'homme? En ressort-on meilleur ou pire? Notre thème de ce soir, comment se reconstruit-on après la prison? Avec nous pour en parler ce soir, honneur à vous déjà, chers internautes, qui êtes nombreux à réagir pendant ce programme. Vous avez la possibilité donc de vous rendre sur la page de l'émission, vous tapez Intime Conviction au pluriel et vous pourrez réagir sous le post qui lui a déjà été fait. Ou encore, vous vous rendez sur la page de Canal 2 International. Le post aussi, il a déjà été fait de ce côté-là et vous pourrez commenter donc pendant ce programme. Je rappelle que nous avons aussi des invités ce soir qui auront la possibilité de réagir en temps opportun. Ils font partie de notre public ce soir. On donnera la parole à quelques-uns. Alors, nous avons aussi sur ce plateau, pour parler de thème de ce soir, Charles-Élie Nzang. Vous êtes homme politique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez mis? Non, c'est que vous avez hésité à me présenter. Non, pas du tout. Ce n'est pas une hésitation. Vous êtes président de section au GRDPC Douala 2. Newbel. À Newbel, oui. Vous préférez qu'on parle de Newbel. Où se trouve la prison centrale de Newbel. Oui, et même la prison, parce que Newbel, c'est aussi comme une prison pour certains. Donc, ah bon? Je suis à l'aise pour parler de ce sujet. D'accord. On espère qu'il y aura des surprises, des cadeaux peut-être pour notre invité principal ce soir. Tout à fait. Ah, voilà une belle annonce, hein. Nous on aime ça sur ce plateau. Et puis, Maître Georgie Massi Ngakele, bonsoir, vous êtes avocat. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content d'être invité. Alors, vous faites partie d'un collectif d'avocats qui travaille pour les causes des personnes vulnérables. Tout à fait. International. Oui, nous sommes un collectif d'avocats. Nous travaillons avec sur la houlette de notre grande sœur, la très estimée Maître Dominique Fous. C'est un collectif de 9 avocats. Nous avons pris sur nous de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas se défendre, de assister au quotidien et de rendre la parole pour essayer de faire comprendre aux Camerounais qu'on peut encore au Cameroun se défendre. Et c'est le nom du collectif? En fait, nous sommes un collectif plus sous l'aide de Maître Dominique Fous. International Lawyers? Maintenant, c'est l'association. C'est pas la même chose? Universal Lawyer and Right Defense. Voilà, Universal Lawyers and Right Defense. On en parlera tout au long de ce programme. Et puis, notre invité principal de ce soir, Jules Omer Tchenkam. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, madame. Vous serez à l'aise ce soir? Je suis à l'aise, je n'ai aucun problème. Mais vous n'avez pas beaucoup diminué votre barbe, on en parlait aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais bien la diminuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remis ça à demain matin. Pourquoi? Bon, juste parce qu'il fallait que je la garde encore une nuit de plus. Vous avez dit qu'on vous reconnaîtrait peut-être pas sans votre barbe? Non, pas ça. Je ne suis pas né avec la barbe. Oui. Donc, j'ai juste décidé de la garder une nuit de plus. Et je crois que demain, je pourrais d'abord la diminuer et après l'enlever complètement. Vous serez tout un autre. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette barbe? Oui, en fait, à un moment, je me suis dit qu'il ne me servait plus à rien de me raser près. J'ai décidé de garder cette barbe pour ma revendication. Donc, ah, c'était une revendication. Et en fait, je me rasais près tous les matins. Mais à un moment, j'ai dit, mais pourquoi continuer à me raser alors que j'ai des problèmes? Il faut bien que je sois jugé et je me rase très près, je suis tout beau, mais rien ne bouge. Bon, peut-être en laissant la barbe pousser, et quelque chose bougera. De toutes les façons, vous la portez très bien cette barbe ce soir. Merci. Je vous en prie. Alors, le décor est donc planté. Place à l'émission.
Alors, on va débuter justement avec vous, Jules Omer. C'est Jules Omer ou Omer Jules? Jules Omer Tchenkam. Vous préférez Jules Omer? Polo Tchenkam, Jules Omer. Dans cet ordre-là? Oui, comme vous voulez. D'accord. Vous n'êtes pas très souriant. Madame, vous croyez qu'il est très facile, après plus de 10 ans de sourire, après avoir subi tout ce que j'ai subi, je crois que ça viendra. Mais pour l'instant, j'ai l'esprit ailleurs. Et je dois me reconstruire. Ouais. On espère que... je dois me reconstruire, je dois recommencer une nouvelle vie. Alors, tout ça trotte dans ma tête. Oui. Voilà. D'accord, de toutes les façons, hein, à un moment pendant ce programme, on espère qu'on vous arrachera quand même un sourire, ou bien un rire aux éclats. Je suis content d'être là, je suis content d'être en vie, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres. Oui, bien sûr. Voilà, bien dans sûr. ces pénitenciers. Donc si je suis là aujourd'hui, je devrais quand même être fier. Bien sûr. Voilà. Alors, dites-nous, nous, on va s'intéresser parce qu'il y a une décision de justice qui est sortie, bien sûr. Vos avocats feront d'ailleurs appel, mais ce qui va nous intéresser surtout ce soir, c'est les conditions dans lesquelles vous avez vécu pendant ces 10 années. À quel moment est-ce que vous êtes entré? Parlez-nous de votre première journée, première nuit dans la prison centrale de Kondengi. Je suis incarcéré à la prison centrale de Kondengi le 12 février 2009, plus exactement. Et je crois que j'arrive en plein jour, je crois vers 15 heures. On nous conduit dans ce qu'on appelle là-bas la cellule de passage. Et je passe ma première nuit en prison. Quand vous êtes entré là-bas, qu'est-ce que vous avez vu? Comment est-ce que vous êtes senti? Bon, en entrant déjà ce jour, je crois que les jeunes, les prisonniers jouent au football. Parce qu'à l'intérieur de la prison, il y a un petit stade, un stade goudronné. Donc, et les jeunes se défoulaient sur ce stade. Donc, on nous a conduits directement à la cellule de passage qui est au niveau de ce stade-là. Et je me suis retrouvé à la cellule de passage et c'est là que j'ai passé ma première nuit de prisonnier. Vous êtes seul dans cette cellule de passage? Non, je trouve d'autres prisonniers déjà incarcérés, surtout que je ne suis même pas déféré seul. Je suis déféré avec... je suis incarcéré ce jour avec 17 autres co-accusés. Dans la procédure, nous étions 18. Alors, comment est-ce que la pièce elle est exiguë? Est-ce que vous dormez sur des matelas, à même le sol? Je crois que votre pièce, votre studio fait cette pièce au moins 3 ou 4 fois. Et vous pouvez vous retrouver dans cette cellule à 100. Et lorsqu'il n'y a pas de place, vous êtes obligé de dormir debout. Vous avez dormi où? Debout? On dort debout? Comment ça? Oui, ça veut dire que si vous arrivez parmi les dernières personnes, vous êtes obligé de rester debout parce que les premières personnes occupent l'espace vide. Donc quand vous arrivez, s'il n'y a plus de place pour dormir, il faut bien vous adosser à un mur ou bien vous accroupir et dormir assis ou debout. Donc vous n'avez pas de choix. Vous avez dormi comment? Ce jour-là, je crois que j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui s'est occupé de moi en me donnant un petit matelas où j'ai passé ma nuit, ma première nuit. Mais les autres n'ont pas eu la même chance. J'ai vu des gens dormir debout, d'autres accroupis. Alors, à un moment donné, on a dû vous changer pour la prison principale en Voilà, et elle-même. je crois le lendemain, j'ai eu la chance de passer juste une nuit. Bon, c'est une chance parce que c'est un calvaire de ce côté. Bon, je ne sais pas dire que de l'autre côté c'est mieux, mais je suis parti quand même de là pour un quartier, non pas pour mieux, pour un quartier de la prison. Et à l'époque, lorsqu'on arrivait dans cette prison, tout le monde était muté dans ce qu'on appelle le Kosovo. C'est quoi le Kosovo? 2 grands bateaux, c'est-à-dire que c'est les 2 quartiers qui ont presque la moitié des détenus de la prison. C'est le quartier. Donc c'est un peu le vrac. 8, c'est le quartier 8 et le quartier 9. Alors quand j'arrive, je suis muté, je crois, au quartier 8. Je suis muté au quartier 8. Et
du quartier 8, on me conduit dans un local où je trouve des lits en étage. C'est des lits de 3 niveaux. Donc il y a le premier niveau, le deuxième, le troisième. Alors je suis obligé de voir avec le responsable du local. Il peut me faire dormir sur un lit. Alors, il me dit qu'il y a un lit, mais il y a déjà quelqu'un qui occupe le lit. Et il me met en contact avec la personne, je négocie avec la personne pour passer ma première nuit quand même sur un lit. Voilà. Et c'est comme ça que On négocie. je suis installé. Oui, il faut payer. C'est son lit. Et pour dormir avec lui, ne serait-ce qu'en attendant qu'un lit se libère pour que vous l'occupiez, vous négociez avec lui. En termes d'argent. Oui, bien sûr. C'est indiscret de savoir combien. Non, c'est pas important. D'accord. Vous aviez de l'argent un peu quand même sur vous. Oui, c'est moi, j'avais un peu d'argent. Bon, ça m'a permis de négocier et avoir au moment où passer ma première nuit. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ce jour-là, vraiment, pour dire vrai, j'ai pas eu envie de manger. Mais j'avais quand même bu de l'eau. J'ai pu acheter une bouteille d'eau minérale que j'ai bu. Et c'est, je crois, 3 jours après que je me suis rendu compte, bref, que j'ai réalisé que j'étais vraiment incassé à la prison centrale. C'est là où vous posez toutes les questions. Combien de temps ça va durer? Et je crois que c'est le 2e ou 3e jour que j'ai vraiment pu manger La un nourriture bon faite plat à la de... prison? Non, non, un bon plat de nourriture, non, pas fait à la prison. J'ai eu la chance, durant tout mon séjour dans cette prison, de ne pas manger de cette nourriture. Ah, pourquoi? Bon, On vous rapportait de la nourriture de l'extérieur. oui, on m'apportait de la nourriture de l'extérieur. J'avais déjà cette chance-là aussi. Et la nourriture qu'on donne aux prisonniers là-bas n'est pas aussi bonne. C'est vrai qu'à l'époque où moi j'arrivais en prison, elle n'était pas du tout consommable. Les responsables de la prison d'aujourd'hui ont fait des efforts. Aujourd'hui, quand je partais de là, quand même, la nourriture était acceptable, malgré que vous l'avez une fois en 24 heures. Oui, mais c'était déjà acceptable. Mais j'ai eu de la chance en sortant de là sans avoir jamais touché à cette nourriture. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus gêné pendant que vous étiez en détention préventive? Ce qui m'a le plus gêné, c'est déjà que je voulais être jugé, je voulais savoir ce que j'ai fait en prison. Et les premiers jours, ce n'était pas facile parce que tous les matins, vous vous réveillez, vous suivez l'appel. Donc, il y a quelqu'un qui se charge de lire les noms de tous ceux qui doivent aller au tribunal. Donc, vous vous réveillez très tôt pour attendre que ces derniers arrivent. Et par un coup de sifflet, vous comprenez qu'il est déjà là. Vous sortez, vous suivez l'appel. Et si vous ne suivez pas votre nom, vous rentrez. Vous attendez le jour suivant. C'est comme ça tous les jours, jusqu'au jour où vous avez la chance d'entendre votre nom. Puisque lorsque vous entrez en prison, on ne vous dit pas le jour où vous allez repartir au tribunal, surtout quand vous êtes devant un juge d'instruction. Voilà. Alors, dites-nous, quand vous êtes, à quel moment est-ce que vous faites la rencontre de celui qui aujourd'hui a été l'élément déclencheur, David Eboutou? David Eboutou, aujourd'hui c'est un ami, un frère. J'ai fait sa rencontre, je suis pratiquement à 128 renvois. Lui aussi il est incarcéré. Bon, c'est un journaliste que je connaissais déjà parce que j'aimais bien le regarder sur une chaîne concurrente. Donc, quand il arrive en prison, nous avons quand même la chance d'avoir des postes téléviseurs, des postes radio où on peut suivre les informations. Donc tout le monde savait qu'il avait été interpellé et qu'il devrait arriver en prison. Jusqu'au jour où il est arrivé. Bon, on a sympathisé et il fallait déjà que je lui laisse aussi le temps de s'installer. Je lui ai laissé ce temps et plus tard, je lui ai posé mon problème. Alors, je lui ai dit, voilà, je suis là depuis pratiquement 10 ans, sans jugement. Parce que je crois qu'à cette époque-là, je devais être à 9 ans, au moment où je l'ai rencontré. Donc, et subitement, comment est-ce que vous apprenez que votre histoire fait le tour de la toile? J'apprends ça par des amis qui me rendent visite et qui me disent que Gilomère,
Ton problème fait le buzz. Bon. Et aujourd'hui, je suis un homme libre Oui. grâce à tous ceux-là qui se sont mobilisés pour que je sois devant vous. D'accord. Alors, quand vous avez appris que votre histoire fait le buzz, les avocats sous la direction de Maître Dominique Fous vous ont contacté, ils vous ont passé un coup de fil. Comment est-ce que... Non, écoute, il n'y a pas de téléphone dans la prison. En fait, le téléphone est strictement interdit dans la prison. Bon, oui, on va dire que le téléphone est strictement interdit. Voilà. Maintenant, dans la pratique. Bon. Voilà. Allons-y. Donc, Oui. donc c'est comme ça que, après avoir parlé de mon problème sur les réseaux sociaux, Jean-Bruno Tagne, qui doit être votre collègue, évoque d'abord mon cas, je crois, pendant les élections présidentielles. Juste avant les élections présidentielles, il a en face de lui un candidat à l'élection présidentielle. Et il dit, mais il demande à ce candidat, bon, qu'est-ce que vous ferez de la justice? Parce que je connais un homme d'affaires qui est incarcéré depuis presque 10 ans aujourd'hui, sans jugement. Et je crois que c'est là où on avait coupé l'émission. Bon, ils n'ont pas commenté. Et plus tard, comme tout le monde était focalisé sur les élections, j'ai eu la visite de mon petit frère. Je lui ai dit de leur dire d'attendre que les élections passent, on va réessayer. De relancer. Voilà. D'accord. De toutes les façons, aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes en train de... Quand vous êtes sorti, vous êtes revenu, vous êtes retourné d'abord là où vous habitiez? Oui, quand je suis sorti de prison ce jour-là, je me suis rendu où je devais passer ma première nuit. C'est le lendemain que je suis allé à Kololinga, là où je résidais. Parce que c'est aussi là-bas que réside ma maman, leur grand-mère. Elle est vivante encore? Oui, je l'ai trouvée très fatiguée. J'espère qu'elle va se remettre. Comment est-ce qu'elle... Oui, elle était très contente de me voir. Mais les derniers jours ont été un peu plus difficiles parce que je rappelle que mon affaire a trouvé une issue. On a vidé mon affaire devant le tribunal le 2 avril. Donc j'ai dû attendre encore 6 jours pour enfin sortir. Et les 6 jours étaient interminables pour elle. Donc ça n'a vraiment pas été facile. Étant déjà malade, ça l'a affecté davantage. Donc quand je l'ai vue ce jour-là, quelques jours avant, je l'avais rencontrée, elle était venue me rendre visite, mais quand je l'ai vue ce soir-là, j'ai compris qu'elle était encore plus fatiguée. Et je lui ai demandé de beaucoup dormir et voir comment sa santé va évoluer. Alors, on en a parlé. Vous avez aussi eu, ça on ne va pas l'occulter, hein, vous avez retrouvé vos magnifiques garçons. Que des garçons? Oui, j'ai en fait 3 garçons. Ah, que des garçons. Oui. Et vous avez eu la chance, pendant votre incarcération, de trouver l'amour. Oui. Vous lui êtes reconnaissante, vous lui êtes reconnaissant aujourd'hui de vous avoir attendu? Oui, je lui tire un coup de chapeau. Je tiens à dire que quand vous êtes dans ce milieu-là, il n'est pas très facile d'entretenir une relation amoureuse. Surtout quand ça doit durer comme mon cas, c'est-à-dire que si votre affaire met plus de temps, vous avez de fortes chances de perdre votre épouse. On donne des visites conjugales quand même? Non, ça n'existe pas à la prison centrale Yaoundé. Je ne suis même pas sûr que ça existe dans nos prisons. Ce que je sais, c'est que, bon, on accepte quand même qu'on vous apporte à manger. Pas de contact physique? Non, strictement interdit. Ça, vous avez des longs bancs, c'est sur ces bancs que vous asseyez pour discuter avec votre visiteur. C'est tout. À la limite, vous pouvez lui faire un bisou au moins, mais pas plus. D'accord. Surtout qu'il y a toujours des gardiens autour qui veillent à ce que vous n'ayez pas un contact poussé. Ça n'aille pas plus loin. Vous avez revendiqué quand même? Parce que 10 ans... J'en avais parlé, je crois avoir discuté avec un des responsables de la prison. Je crois on l'appelle Cédacé. Un jour, j'étais dans son bureau, je lui ai dit, mais ça c'est assez grave. Une grande prison comme Koningui devrait quand même avoir une chambre conjugale. Ils vous ont accordé d'être avec elle ou pas? Non, non. Pas du tout. Puisque la chambre conjugale, les chambres conjugales n'existaient pas à Koningui. D'accord. D'ici là, de toutes les façons, vous allez pouvoir vous rattraper. Vous avez encore de la vie devant vous. Merci.
D'accord. Alors, on va donner la parole à d'autres personnes cette fois-ci. Déjà avec vous, Maître Massy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. Vous avez écouté Jules Le Maire tantôt. Des cas comme ça, vous en avez sûrement beaucoup, vous en rencontrez tout le temps. Des cas de détention préventive. Oui, je puis dire qu'on en rencontre des cas comme ceux de Sir Jules Le Maire Tchouetam sont légion. Hein. Il n'est qu'une goutte dans l'océan d'injustice que nous rencontrons au quotidien. Et je puis dire qu'il y a des cas comme lui qui sont jusqu'à présent encore en détention provisoire sans avoir connu un jugement et qui ont passé plus de 10 ans en prison, que ce soit en Kondengue ou à la prison centrale Newbel qui est à côté de nous. Ils sont nombreux, même des mineurs, je puis dire ainsi, parce qu'on a des cas de mineurs qui n'ont pas encore été jugés jusqu'à ce jour. Ils sont légion. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les dossiers n'avancent pas? Les causes sont multiples. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a une cause unique. Il y a le dysfonctionnement du greffe qui arrive. Il y a évidemment le nombre extrêmement élevé des procédures judiciaires au cours d'une audience, ce qui fait qu'une audience va pouvoir avoir 100 affaires inscrites au rôle. Et humainement, je ne vois pas un magistrat instruire 100 affaires à une audience. Il y a aussi les procédures d'information judiciaire qui sont encadrées par la loi, c'est-à-dire 12 mois en cas de délit, 18 mois en cas de crime. Et durant cette période-là, la personne reste toujours en prison. Oui. Bon, maintenant, il y a un autre souci, c'est que nous rencontrons aussi des cas dans lesquels des juges ne veulent pas appliquer l'esprit même du code de procédure pénale. Quel est l'esprit de ce code de procédure pénale? Le code de procédure pénale en vigueur privilégie la liberté. Le principe, c'est la liberté. La détention, c'est l'exception. Voyez-vous, il y a plusieurs dispositions qui encadrent la liberté. Mais vous pensez que un juge peut prendre sur lui de privilégier la détention plutôt que la liberté quand on sait que les prisons sont surpeuplées? Je dis bien que la loi l'a prévu. Est-ce que la loi l'a prévu? Je pense qu'on doit l'appliquer. C'est le rôle du juge d'appliquer la loi. Les prisons sont surpeuplées. Faut-il envoyer quelqu'un qui a volé un bout de pain, passé les fins en prison? Je vous dis que c'est comme ça à Newbel. Ils sont nombreux à Newbel. Vous pensez qu'il faudrait faire quoi pour quelqu'un qui a volé un bout de pain parce qu'il avait faim? Je dis bien, c'est pour ça que je dis dans tout ceci que le principe c'est la liberté. Il y a des mesures qui sont prises par le code de procédure pénale pour que la personne ne puisse pas se soustraire de la justice. La liberté sous caution, avec garant et autres, c'est prévu par la loi. Et la surveillance judiciaire, c'est pas écrit dans le code pour être plaisir au magistrat, c'est une réalité. Mais vous allez nous dire tout à l'heure si vous pensez vraiment que dans notre contexte, c'est facile d'appliquer ces autres mesures. Qu'est-ce qui n'est pas facile ou qu'est-ce qui est difficile? C'est une question de volonté. Vous nous le direz tantôt. Hein. Charles Elisan, merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Dites-nous, nos prisons sont-elles des universités du crime ou bien des universités du savoir? Les deux. Comment ça, les deux? Les deux, parce que je pense que, pour être sincère, nous qui habitons... Vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas dire les deux. Non, les deux, les deux. Vous savez, il y en a qui vont... Une chose et son contraire. Oui, la prison... Vous faites de la langue de bois. Non, je suis sincère, justement, je dis toujours ce que je pense ce que je dis. Donc... Université de savoir dans quel sens? Nos prisons. Dans le sens où la prison aussi rééduque. La prison rééduque, comment ça? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont commis un délit, je ne sais pas moi quoi, par le système juridique de l'expert, qui se retrouvent là-bas et qui sortent et qui sont réintégrés dans la société. Et en comprenant que d'où ils sortent, c'est l'enfer, il ne faut plus recommencer ce qu'ils ont fait. Donc la prison est aménagée de sorte à éduquer. Non, je ne parle pas de l'aménagement. Non, je ne parle pas de l'aménagement en termes d'infrastructure. Je parle de la prison en termes de privation de liberté. C'est un principe ou c'est une réalité? Je vous dis, il y a des gens qui sont allés en prison, qui sont ressortis, qui n'ont pas recommencé. Mais il y en a qui sont partis, qui sont devenus pires qu'avant. Donc c'est ce que je dis, il y en a qui vont en prison, qui ressortent de là plus têtus
C'est-à-dire, il y en a même qui sont plus à l'aise là-bas Le que politique- dehors. Il y Qu'est-ce- en a qui y vont et qui ressortent, sachant qu'ils ont commis un délit. La société les a punis. Et ils doivent donc se réintégrer dans la société et qu'ils deviennent des hommes intègres et des hommes de société même. Qu'est-ce que le politique que vous êtes fait pour que les personnes, les détenus apprennent des choses? Justement. Vous Là, êtes en Douala 2, hein? La tout à prison fait, de tout à Nouvelle fait. se trouve La dans première Douala 2. chose, c'est que, il faut d'abord dire qu'il y a une insuffisance en termes de politique carcérale à la formation des détenus, à la formation des mineurs, à la formation des femmes. C'est un fait, mais qu'est-ce que vous faites en tant que Je politique? pose d'abord le constat. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais en tant que politique? Je ne suis pas d'abord un décideur, mais maintenant, à mon niveau, nous avons une association qui, de temps en temps, y va pour dispenser des cours pour ceux des élèves qui préparent un examen, pour dispenser de la sympathie, de l'amour en faisant des dons à ceux qui sont dans le besoin. Et maintenant, nous avons d'autres détenus qui ont accepté de se réintégrer, qui viennent reformer d'autres dans la fabrication des bijoux. la Vous fabrication pensez des que c'est panneaux. suffisant? Ça dépend, c'est ce qu'on peut faire. La plus belle femme du monde peut donner ce qu'elle a. C'est-à-dire, à notre niveau, c'est ce que nous faisons. Alors, Maître Massy, Charles Linzan, il carrément, on va dire, avoue son impuissance face à ce qui se passe dans nos prisons. Qu'est-ce qui se passe dans nos prisons? On a vu, on voit des détenus qui dorment carrément à la belle étoile, hein, des détenus qui sont malades, qui souffrent de maladies contagieuses, qui dorment avec leurs camarades. Mais est-ce que vous êtes rapproché des pouvoirs publics pour savoir ce qui devrait être fait pour ce type de détenus? Je vais déjà rebondir sur la vision angélique que mon ami Charles Linzan a de la prison. Quand il parlait de rééducation, mais je dis bien que la prison au Cameroun est une université du crime. Pour ne pas dire un mouroir. N'ayons pas peur des mots. C'est-à-dire? Université du crime, pourquoi? Parce que vous voyez des mineurs qui sont en contact avec des criminels endurcis. Et ces enfants apprennent les rudiments du crime. Quand ils sortent de là, ils sont plus dangereux qu'avant. Il n'y a L'élève pas- qui a poignardé en des 2 temps en prison. Tout à l'heure, vous avez juste pas interrompu. Ah, ok. Permettez que je continue. Non, allez-y. Merci. Donc, je dis tantôt ceci, que nos universités sont des universités du crime. Nos prisons, je veux dire. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, vous voyez des mineurs qui sont en contact avec des majeurs, des personnes, des criminels endurcis. Et au contact de ces personnes, elles apprennent les rudiments du crime. Moi, je peux vous dire qu'une fois, lors d'une tournée, nous avons rencontré des jeunes enfants qui nous ont appris comment déverrouiller un véhicule. Ah, Oui, j'étais dépassé. D'autres nous ont appris comment pirater un téléphone. C'est en prison qu'il a pris À ça. oui. partir de la prison. Parce que à côté de la Qu'est-ce prison, qu'il a mené en prison? je pense pas vous qui êtes le modérateur. Il débrouillait d'abord les véhicules Vous avant d'aller en prison. permettez que je Là, ça va continue. Vous perfectionner. permettez que je continue. Mais affrontez votre prison. C'est notre prison, nous tous. hein. Donc, j'ai dit tantôt ceci. Oui, vous aurez la parole, j'ai le maire. Oui, Je peux. oui allez-y. Allez-y, allez-y. Je ne sais pas s'il y a deux modérateurs. Hein. Mais Oui, non, vous c'est inquiétez pas, Voilà. il aura son temps de parler. allez-y. Ok, Allez-y. d'accord. Je vais donc ceci. Oui. C'est en prison que ces enfants perfectionnent leur crime, les méthodes criminelles. bon. Il y a les Ça, il faut se criminels, cacher, faut se cacher. C'est en prison. Un enfant est en point vol de portable, il ressort nanti d'un master en braquage. Il vole là-bas portable. Si je puis en plus dire. C'est ça le problème. Oui, vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi est-ce qu'ils Ok, volent ok. Charles et Linzan. Parce que vous allez nous dire justement ce que vous faites pour que les jeunes arrivent à... Je reviens donc voilà le malaise de mon ami Charles. Il est en réalité l'expression de ces personnes qui ont à l'oreille des boules pièces, qui ont des caches-yeux, parce qu'ils ne peuvent pas voir la vérité. Et la vérité, c'est que nos prisons sont sur des mouroirs. Parce qu'à l'intérieur, on a des personnes qui sont malades et atteintes de pathologies très graves, qui décèdent en prison. Il n'y a pas un suivi médical conséquent. Ce qui fait donc que les maladies se propagent facilement. Je continue aussi sur le plan du confort dont on parlait tout à l'heure. Monsieur Tchouenka m'a parlé des personnes qui dorment debout. On les appelle en prison les pingouins. C'est le terme adéquat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espace où dormir, ils se tiennent debout. Certains dorment d'ailleurs dans la cour carrément. On en Il y a même, vu. et en saison des pluies, nous en verrons des épisodes bientôt, il pleut sur ces enfants, il pleut terriblement. Je peux vous dire que si vous faites un tour en prison, d'ici demain, vous allez convenir que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas une fiction.
Mon ami Charles, évidemment, pour des raisons qui lui sont propres, veut édulcorer et Alors, donner Charles une image... dites-nous, vous êtes dans Douala 2. Est-ce que vous avez déjà fait un tour à la prison, dans une prison, disons, on ne va pas indexer Prison de uniquement la New-Bel. prison On dit les choses, la prison de New-Bel, j'y vais Est-ce que vous constamment. avez fait un tour? J'y Est-ce vais que vous savez constamment. que pour se laver, il faut payer? À la Est-ce que prison de vous New-Bel. savez que pour se laver à la prison centrale de New-Bel, il y a des prisonniers qui payent? Ils le savent. Ce que je sais, c'est que... Est-ce que vous savez que pour allumer, pour regarder la télévision, il y a des prisonniers qui doivent payer auprès de leurs camarades? Je peux répondre. Oui, allez-y. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des prisonniers qui ont fêté des anniversaires où on a vu les écrans plasma derrière eux? Ce n'est pas les petits prisonniers du Donc, quartier. je veux donc vous faire comprendre que nous sommes dans une société où nous voulons construire et arranger les choses. Le cas de M. Tchenkam interpelle toute la République. Dans le cadre des procédures judiciaires, comme l'a dit, mais nous sommes tous des êtres humains. Nous ne voulons plus que ce genre de cas arrive. Nous voulons qu'il y ait un décongestionnement de nos prisons. Ça, c'est clair. Mais je dis, il y en a qui sont allés en prison une fois, qui ne sont plus jamais allés. Parce que dans cette prison-là, il y en a qui sont ressortis de là, pasteur. Non, laissez-moi évoluer, madame. Oui, allez-y. Ne me demandez pas de ne que donner l'image diabolique de la prison. Allez-y, La non, prison mais- rééduque aussi. Il y Personne en a qui sont ne allés en vous en prison, qui empêche. sont ressortis pasteurs. Oui. Il y en a qui ont appris à faire des Quelle proportion? Elle est infime, ça je suis d'accord. Mais maintenant, c'est qu'on n'a pas les chiffres. Enfin. dessus. Ah, elle est infime. hein. Mais je suis sincère, moi je ne fais pas dans la langue de bois du populisme ici à la télé, c'est ce qui est vrai. Il y en a qui vont en prison, qui ne veulent plus y aller. Je vous prends un exemple. Quand nous prenons des jeunes à Douala 2e, Est-ce qu'on va en prison parce qu'on veut aller en prison? qui ne veulent plus y aller parce qu'ils ont commis des... Mais il y en a qui y vont tous les jours, ils disent qu'ils préfèrent mettre en prison qu'être dehors. Ah, c'est le club méditerranéen. Je vais vous raconter une histoire, il y en a qui sont allés qui sont entrés à la prison de New-Bel. Quand ils sont ressortis, ils n'ont pas reconnu l'édifice qui est en face de la prison, la mairie de la 2e. Ils ont dit, mais je suis où comme ça? C'est mieux qu'ils rentrent là à l'intérieur. Donc, en fait, chacun, à un moment donné, je veux dire, il y a à refaire dans la politique de réintégration des ex-détenus. Parce qu'il faut plus de moyens. Il ne faut plus que les gens dorment debout. Il ne faut plus que les gens payent pour s'asseoir sur un Mais c'est banc. aujourd'hui que vous constatez qu'il ne faut plus que cela se passe ainsi. Ça fait Charles. 25 ans qu'on le constate. Est-ce que c'est aujourd'hui que certains veulent parler? Non, on parle depuis. Je vous dis, on va, non, nous, j'habite New-Bel, né à New-Bel, grandi Vous à nous New-Bel. direz tout à l'heure qu'est-ce qui fait Nous le problème. faisons. Donc, Omer Tchenkam, Jules Omer, oui. Vous vouliez avoir là. Oui, en fait, je voulais que monsieur reconnaisse au moins que dans notre pays, nous n'avons pas un système de réinsertion. tout à fait. Ça veut Nous sommes dire d'accord. que lorsqu'on libère un jeune qui a passé par exemple 5 ans incarcéré, il sort, il ne sait pas où aller. Il peut avoir franchi le dernier portail, il regarde de gauche à droite. Sincèrement, s'il n'a pas de famille dans la ville, il ne sait vraiment pas où aller. Et j'ai constaté aussi que si, effectivement, il y avait ce système De réintégration. de réinsertion, Oui. nos prisons ne seraient pas pleines. Et parce que, voyez-vous, madame, chaque fois qu'un prisonnier sort, c'est le même que vous voyez revenir après 2 semaines. Il y a même d'aucuns qui battent le record d'1 semaine. Donc, à peine sorti, il revient. Et ça a toujours été comme ça. Ça veut dire qu'avec tout le temps que j'ai passé sur place, je me suis rendu compte que c'était les mêmes qui sortaient et c'était les mêmes qui revenaient. Tout simplement parce que nous n'avons pas de système de réinsertion. À quoi est-ce que vous occupiez votre temps en prison? Moi particulièrement, Oui. à lire et à regarder la télé. Ah, vous lisiez beaucoup. Oui. Qui vous donnait des livres? Nous avons une bibliothèque au sein de la prison, Il y a quand même une bonne chose. mais j'achetais Bibliothèque. mes propres journaux que je lisais. Et Parce que vous aviez de dans l'argent. notre, oui, parce que j'avais un peu d'argent. Et nous avions dans notre local un téléviseur. D'accord. Alors, je vois le président Charles-Éline Zanki me regarde, genre... Il y a quand même une bibliothèque en prison. il y a Donc, une on dit, bibliothèque ok. pour combien de personnes, Bon, Charles-Éline la Zanki? bibliothèque de la mairie de la 2e, c'est pour combien d'habitants? Donc, Alors, dites-nous, maître Georgie Massy, quand ces prisonniers sortent, quand vous arrivez à faire libérer quelques-uns, ils reviennent vers vous pour du soutien, pour vous demander, pour trouver des repères, qu'est-ce que... Oui, malheureusement, c'est aussi ça l'ingrate mission de l'avocat. Parfois, on se retrouve en fait du babysitting pour certains de ces jeunes détenus qui sont sortis de prison. Parfois, nous nous retrouvons en train de jouer des psychologues. On a des cas où ils sont sortis victimes des attouchements sexuels
Et ils sont totalement en déphasage de la Abusés, société. Ils sont perdus. Abusés Alors en même temps, sexuellement. on n'est plus l'avocat, on est maintenant le babysitter, on est le conseiller, on est... Bref, nous portons sur nos épaules ces jeunes qui ont vécu l'enfer en prison. C'est le mot, l'enfer. Prison. D'accord, on reviendra là-dessus. Le temps pour moi de rappeler, hein, vous avez la possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission. Je m'en vais prendre comme ça quelques réactions rapidement. Rosette Dubois qui nous dit il faut beaucoup de soutien de la part des proches et savoir prendre du recul face aux réactions des uns et des autres. Car c'est facile de dire qu'il faut la force de tout recommencer, mais le regard de la société face aux ex-détenus n'est pas aisé. Donc, faire fi de ces regards pour se relever. Et puis, Nina Rikiatou qui nous dit ce soir, sérieusement, après pareille situation, l'ex-détenu doit avoir tout le soutien psychologique pour ne pas commettre un vrai crime. On perd sa crédibilité dans la société. La reconstruction après la prison est très difficile, surtout en Afrique, puisque les mineurs et les bandits de grand chemin sont souvent dans les mêmes cellules. Et puis Roger Robert Mboki qui nous dit ce soir, il faut par ailleurs savoir que la personne est allée en prison. Pourquoi la personne est allée en prison? Le sort ne sera pas le même, par exemple, entre un prisonnier politique et un prisonnier braqueur et un tueur. Voilà, justement, ce qui m'amène à vous poser la question, hein, Charles-Élie Zan. Pourquoi est-ce que, sur quelle base est-ce qu'on sépare et les prisonniers, que certains ont appelés des prisonniers de luxe, hein, et les autres prisonniers? On ne va pas se créer avec le bon Dieu. C'est comme si vous voulez me demander pourquoi il y a des riches et il y a des pauvres. Moi, il y a des choses qui... il faudrait à un moment donné... Le monde est ainsi fait. C'est ça qu'il y a ce qu'on appelle l'équité, qui est différent de ce qu'on appelle l'égalité. C'est-à-dire, sur Terre, il faudrait juste que c'est ça le rôle donc primordial de l'État. C'est d'essayer de remettre ces équilibres-là pour que l'habitant qui n'a pas les moyens, qui va à l'hôpital se faire soigner, n'ait pas à croire qu'il ne peut pas se soigner dans son pays parce qu'il n'a pas les moyens. Mais vous ça, c'est en le rôle êtes de l'État. encore. Moi, Maintenant, j'y viens, c'est pour dire que vous ne pouvez pas traiter à Tanakuna. Moi, je vous le dis, il faut dire non. Vous ne pouvez pas traiter Mbungo, vous ne pouvez pas traiter ces gars-là qui sont à Kondengi. Comme on a voulu traiter mon frère Tuenkam. Parce que, oui. On ne comprend pas. Je vous explique. Vous avez dit que pourquoi il y a une... Je vous dis comment ça se passe sur Terre. C'est-à-dire, je suis certain que... Ah, il y a le côté des forts et le côté des faibles, il y a le côté des riches et le côté des pauvres. C'est le bon Dieu qui a voulu que le monde soit ainsi fait. Maintenant, c'est à l'État. Oui, c'est lui. Donc le bon Dieu a décidé que, voilà, au Cameroun, à la prison centrale de Kondengi, à la prison centrale de Newbel, il doit avoir le côté des pauvres. C'est le bon Dieu qui a voulu que aussi Hosni Moubarak, président de l'Égypte, quand il est en prison, il a mis une salle climatisée. Là, on détenait Gbagbo, c'était une salle climatisée. Donc c'est la vie qui est ainsi faite, ce n'est pas qu'au Cameroun. Donc, à un moment donné, la plus chose à faire, c'est de ne pas mettre les autres mal à l'aise. Par exemple, moi, je suis contre le fait que j'ai vu un ministre détenu qui fête un anniversaire avec les écrans de placement derrière lui. Ça, c'est inadmissible. Mais vous êtes en train de dire une chose et son mais contraire. je vous explique d'abord la situation, madame. Je vous dis comment ça se passe et que c'est comme ça que je demande. Maintenant, c'est à l'État de revoir cela. C'est à l'État de... Je ne suis pas de l'État. Non. Oui, mais je ne suis pas de la République. Mais quand je serai président de la République, ça me permet de vous dire que vous voterez pour moi bientôt. Quand je serai, on fera ce qu'il y a à faire pour améliorer les conditions. Vous allez pas cette campagne carrément dans ce programme. Non, mais monsieur Tuenkam, je souhaite qu'on ait un peu d'humanisme dans la vie. Et qu'avant d'être sincère, reconnaissons certaines vérités. Aucun homme, tous les hommes sur terre ne sont pas égaux. On ne va pas... D'accord, alors sur ces paroles de Charles-Élie Zan, qui nous dit... On va partir justement sur ces paroles-là. De Charles-Élie Zan qui dit qu'il y a le côté des riches. Le côté des riches et le côté des pauvres. Voilà un avocat qui est devant moi. Quand il défend les clients qui payent les millions, il y en a qui ne payent pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. On va prendre ces quelques réactions et puis on revient juste derrière. C'est la vie qui est ainsi faite. Les détenus doivent porter un regard bienveillant sur les autres. Après des mois ou des années, il faut retrouver ces marques dans une société qui a évolué. À leur sortie, les détenus n'ont pas souvent assez de sous dans leur poche.
Souvent seuls, ils doivent se réinsérer et parfois c'est la récidive. Vraiment, la vie après la prison est très facile, même comme parfois sur le plan familial, notamment par le poids de l'injustice sociale. Il se bat contre des préjugés. On ne doit pas les condamner. C'est qu'ils ont beau commis des crimes, des délits, mais ils restent des hommes tout de même. Il est important pour l'ex-prisonnier de pouvoir voilà, se réintégrer dans la société en faisant quoi déjà quand même, en faisant un suivi parce que après tout avoir vécu ce qu'il a vécu en prison, je pense qu'il est important pour lui de faire un travail psychologique. Et une fois sur le plan professionnel de s'intégrer dans un métier qu'il a toujours passionné, c'est-à-dire que si avant ça c'était la fabrication des chaussures, il peut retourner ou de moins de se réenregistrer globalement pour une formation assez professionnalisante et puis se réinsérer dans la société. Une personne qui a été enfermée peut reconstruire sa vie. Il suffit d'avoir un esprit fort et beaucoup d'encouragement, de soutien de ses proches, de sa famille et avoir beaucoup de courage. Alors, c'est quelques réactions qu'on a pu recevoir par WhatsApp des personnes sur l'ensemble du territoire national et même à l'international qui nous envoient des vidéos pour réagir par rapport au thème de ce soir. Alors, on va prendre cette fois-ci quelques réactions pour ceux qui nous accompagnent ce soir sur le plateau. Vous allez vous présenter déjà et puis poser votre question à l'invité de votre choix. Allez-y, vous présentez, restez assis, ne vous gênez pas, restez assis. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Mobita Emmanuel. Je veux poser la question à l'avocat, maître Massy. Bon, je voulais savoir, parce que moi, j'ai fait souvent des tours à la prison de Belle pour rendre des visites aux gens. Bon, moi, je ne pense pas que les mineurs sont mélangés avec d'autres prisonniers. Parce que je sais qu'il y a la prison des mineurs, il y a la prison de ceux qui sont âgés, et il y a aussi la prison pour les femmes. Et pour ceux qui sont... Les quartiers. Oui, les quartiers. Donc c'est divisé, c'est scindé. Ils ne se voient pas en prison. Oui, ils ne se voient pas. Votre question, c'est? Ma question, c'est celle-ci. Si ces mineurs ont été... Si ces mineurs ont appris à arracher les téléphones dehors ou bien à perfectionner le vol en prison, où ils ont appris ça dehors. Parce que moi, je ne pense pas. Moi, je pense pas. D'accord. Alors, vous n'aviez pas une question. Alors, on va donner la possibilité à la dame. Oui. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Kusungopo Victorine. Je suis la nièce à M. Tchenkam Jules Omer. Oui. Alors, pour les fois où je suis arrivée là-bas pour lui rendre visite, déjà, je m'adresse à lui. C'était déjà pas facile, puisque je voyais qu'il avait déjà perdu tout son sourire. Alors, j'ai une seule question à lui poser. Tonton, dis-moi, quelle a été ta force pour tenir tout ce temps? Parce que je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu à Condé, c'était déjà pas facile. Tu n'as même pas souri. Et je me demande, quelle a été la force qui te maintenait debout, en fait, pour attendre ce moment-ci? D'accord. Alors voilà une belle question pour vous, Jules Omer. Qu'est-ce qui vous a donné la force de tenir? Oui, ce que je veux dire à ma petite nièce, c'est que j'avais compris dès mon arrivée qu'il fallait être fort dans la tête et que tout se passait là-dedans. Vous lâchez là, vous mourrez. Si vous tenez, vous vous en sortez. Et c'est tout, pas plus. Et j'ai eu la chance d'être fort. Et je me suis en fait... c'est une chance. Est-ce que vous focalisez sur quelque chose? Je me suis construit un mur. En esprit, je me suis fait construire un mur de 2 mètres d'épaisseur, en béton vibré. Et ça veut dire que tout ce qui pouvait vouloir me toucher butait sur ce mur.
D'accord, carrément. Et ne me touchait pas directement. Je crois que c'est ce qui m'a fait tenir. D'accord. Oui. Oui, allez-y, maître. Oui, mon jeune ami qui m'a parlé tout à l'heure des mineurs et autres, je pense qu'il a très mal suivi le propos. Je dis bien, en prison, il y a des mineurs, il y a des majeurs et des personnes qui sont des dangereux criminels. Alors, tout ce que ces personnes ne se rencontrent pas en réalité, parce que c'est des quartiers, mais se rencontrent dans des occasions bien précises. Oui. Par exemple, les petites activités sportives, il lui dit qu'il est en prison, l'église, les cérémonies eucharistiques à l'église. Et c'est au cours de ces cérémonies, de ces rencontres sportives, je peux vous dire, cher ami, que les ficelles du métier, comme on dit trivialement, se partagent entre eux. C'est ce que je peux vous dire. Bon, je pense qu'un jour, vous aurez l'occasion de rencontrer personnellement comment ça se passe et vous changez d'avis. Alors, maître, on a soulevé justement aussi le volet, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'un homme qui, certainement vous aurez des clients qui se sont plaints, ces prisonniers qui n'ont pas la possibilité d'avoir des visites conjugales, et des fois qui doivent se payer des services, des belles de nuit, carrément en pleine cour, pour pouvoir se satisfaire sur le plan intime? Oui, j'ai été choqué de le découvrir à la prison centrale de Newbel. J'étais choqué de le découvrir, je ne savais pas que ça existait, jusqu'au jour où. Bon, c'est une réalité aussi. J'ai pu vous dire que nos prisons ne sont pas des camps de vacances. Alors, quand des gens s'y trouvent dans des conditions inhumaines, telles qu'on les connaît, ils trouvent toujours un système D pour réussir à assouvir certains besoins dits primaires. C'est des réalités qu'on rencontre, c'est plus le dire. Alors, Charles et Linz, on vous apprenait donc sur ce plateau que pour se satisfaire sur le plan intime, finalement, il faut user de stratagèmes. J'ai des prisonniers qui m'ont dit, Aline, écoute, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que quand nos époux viennent pour des visites, on forme un mur des hommes là qui se placent, nos camarades se placent devant nous, et on a la possibilité de rapidement se satisfaire carrément avec notre épouse qui est venue en cabas, et puis c'est vite fait. Est-ce que ce n'est pas important, cet aspect-là? Bon, voyons cela sous trois formes. Biologiquement parlant d'abord, parce qu'un homme qui est déjà sexuellement actif, quand il dit homme, c'est avec grand H, hein, c'est-à-dire un homme. Les hommes ou les femmes? Oui, quand ils sont déjà sexuellement actifs, ne plus le faire pendant un certain temps, ça peut aussi avoir des effets secondaires très néfastes pour l'organisme. Ça, il faut le dire. Vous savez, généralement, on dit souvent que quand vous voyez une femme arriver au bureau le matin en sifflotant, c'est que la nuit était bien. Donc, même de la bonne humeur, il y en a. Vous allez voir l'autre qui arrive nerveux, c'est que ça n'a pas été ça. La maman nous disait souvent que quand tu prends l'argent chez ton père, c'est la maman qu'il faut voir. C'est elle qui va te dire qu'il va prendre, parce que c'est ce qu'elle a fait dans la nuit. Donc, ça, c'est pour dire à peu près à quoi elle peut jouer. Deuxième chose, légalement parlant, ne faisons pas aussi comme si la prison, c'est aussi un hôtel. Parce non, je parle des couples, on parle... Oui, parlons là des couples. J'y arrive. Si on se met à donner la liberté à tous les détenus... Ça se fait ailleurs, non? On parle des couples, ailleurs, des couples mariés. Il y a des visites conjugales. On parle des couples mariés. Prenons donc, autant il faut des maisons de détention par rapport au crime, bien par rapport au délit commis. Il faut aussi qu'on regarde quand même que certains prisonniers, par rapport à l'infraction commise, peuvent aussi avoir ce droit-là. Est-ce que vous y avez pensé? Ça fait 5 ans que il y a des propositions. Vous êtes président des sections. Oui, justement. Et le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est que certains régisseurs avec certains prisonniers, c'est que le gars sort comme une corvée le matin et revient le soir à 18h. Je demande si vous avez pensé, parce que vous êtes en train de trouver des échappatoires. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là, Charles? Justement, je vous dis ce qui se passe. À la prison de Nobel, il s'asseye, dès qu'il frôle seulement la cuisse de la petite. Bon. On se comprend. Donc, on le vit, madame. Oui, mais est-ce que vous avez pensé... Comment est-ce que vous avez pensé pallier ce problème? Justement, il faut donc le penser. C'est quand vous discutez avec les experts, les responsables de ces maisons d'arrêt, ils vous expliquent qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi donner le sentiment que la prison est comme dehors. Mais maintenant, il faut voir dans quel sens améliorer cela pour créer des quartiers où il y aura des chambres conjugales pour que ceux qui sont mariés puissent recevoir leurs épouses légitimes. Est-ce que vous avez effectué cette démarche? Oui, nous avons écrit à l'ancien pour le recteur, un régisseur. Nous avons rencontré, dans le cadre du parti, le régional de notre parti est le ministre de la Justice. Et vous savez que c'est le ministère de la Justice qui est en charge
des prisons. Donc, nous lui avons parlé de ça. Il a dit qu'il nous a sorti un programme, nous avons parlé d'un programme qui est en cours, mais qui sera implémenté. Vous savez que la prison aussi, c'est des endroits qui sont maintenant emprisonnés par l'urbanisation galopante. Il est difficile aujourd'hui à la prison Kondengui de reconstruire un autre quartier dédié spécialement à ces choses. On va le décongestionner avec la nouvelle prison qui arrive, qui va intégrer toutes les normes et les standards. Cette prison-là va arriver quand? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle depuis un moment et elle n'arrive pas. C'est aussi vrai qu'on demandait que le deuxième pont va arriver quand il est arrivé. Donc c'est vague un peu dans votre esprit. Je ne suis pas décideur à ce moment-là, mais je sais, j'ai foi. J'ai envie de vivre cette nouvelle prison. Peut-être mon fils la vivra, pas étant dedans, hein. C'est-à-dire, il verra cette prison construite et j'espère qu'il y aura plus d'humanisme, plus de donc Charles Elinzan, vous me dites que c'est un peu vague. Ce qu'on a retenu, c'est que c'est vague dans votre esprit. Mais vous savez quand même que le marché a été attribué. Vous savez qu'il y a un site qui a été donné vers PK47, qui est une prison qui arrive. Bien sûr. Voilà. Et donc, cette prison-là va répondre aux normes, c'est ça? Non, c'est des normes, c'est standards et normes internationaux requis en la matière de construction des établissements pénitentiaires de troisième ordre. Il faut prendre son mal en patience. C'est vrai que ça va mettre le temps, ça va mettre. Je n'ai pas envie de faire aussi 10 ans comme mon frère, mais espérons, gardons foi et ça va arriver. Maître Massi Georgie, dites-nous, il y a quand même. Comment est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir. Quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter, vu que quand ils sortent, ils vont où? Comment est-ce que vous pensez qu'on devrait arranger la situation et la réinsertion? Justement, la question de la réinsertion, c'est une question... Déjà qu'on n'a pas l'argent pour consulter les SI, pour être réparés sur le plan pour des personnes qui estiment par exemple avoir été injustement incarcérées. Il n'y a pas assez d'argent peut-être pour consulter des psychologues pour se réparer sur le plan psychologique, sur le plan de la perte des biens. Comment est-ce qu'on pourrait réparer tout cela? En réalité, la question de la réinsertion, c'est une question éminemment politique. Voyez-vous, c'est le décideur politique qui pense et assoit la politique de réinsertion. Mais là, il ne nous dit pas. Mais justement, nous avons un président en face de nous, c'est lui qui m'est placé. Tout le moins, nous autres, dans le cadre de nos associations, nous faisons l'effort du mieux que nous pouvons d'accompagner ceux que nous avons défendus pour leur donner un espoir pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société, surtout les mineurs. Nous avons des mineurs que nous suivons au quotidien, les payer des écoles et autres, on se bat à notre petit niveau pour les assister. À payer même oui, pour certains, oui, pour certains. Il y a beaucoup d'argent, les avocats. Donc, mais on espère que les politiciens, comme vous, allez légiférer sur la question, comment ça se passe ailleurs. Il le faut. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il ne faudrait pas que quelqu'un soit de la prison en ayant devant lui non pas de l'espoir, mais un tunnel noir. Et quand il y a un tunnel noir, c'est la porte ouverte justement au crime. Ça veut dire que quand il sort de prison, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est de perfectionner ce qu'il a appris en prison. Et là, on en fait un criminel endurci, qui reviendra encore plus tard, perfectionner ses crimes pour ressortir un jour ou l'autre. Et c'est ça qui est très dangereux. Il y a aussi été tué. Oh, vous savez, je veux faire comprendre à mon ami Charles disant que, comme on nous apprenait quand on était encore chez les bancs d'université, que la prison c'est juste un détail. Vous voyez-vous, ces hauts dignitaires du régime qui sont en prison, n'imaginez pas se retrouver. Donc, tout le monde peut aller en prison, c'est une circonstance. Tout le monde est un éventuel potentiel prisonnier. Charles Elinzan, hein, on va aller cas pratique. Vous êtes un décideur, parce que si vous êtes un président de section, vous êtes un décideur. Que je vous entende. Vous êtes un décideur. Dites-nous, vous avez le cas, hein, on va se dire que c'est peut-être la chance a tourné depuis un moment pour lui. Hein. Voici Jules Omer Tchenkam qui est sorti de prison. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé vos biens intacts? Je vous poserai la question. Non. Oui. Est-ce que vous avez un bien quelconque, je veux dire, est-ce que vous avez un endroit à vous où aller? Un endroit? Vous refaire, un endroit à vous, une maison? Oui, j'ai trouvé mon domicile intact, mais tout ce qui s'y trouvait, chaussures, vêtements. Je peux vous dire que le seul vêtement qui a résisté en 10 ans, c'est celui que j'ai chez moi. Ah, wow. C'est le seul vêtement qui a résisté à plus de 10 ans. Donc tout le reste, je crois que quand ils étaient encore là, ils s'occupaient à cirer. Bon, vous savez, tous les jours, vous avez espoir de sortir. Mais plus ça met du temps, plus tout s'abîme. Et quand ils sont remontés sur Douala pour continuer leurs études. Vous savez ce que vous allez faire?
ce que je vais faire dans les jours à venir, non, pas du tout. Pour l'instant, non. Vous savez pas. Alors, Charles et Lise Ardine, est-ce que c'est un cas pratique? Bon, je voudrais d'abord Annoncez-nous une bonne nouvelle ce soir. Oui, d'abord, la première bonne nouvelle, c'est qu'il faut saluer le travail excellent des avocats. Il ne faut pas qu'on... C'était du bénévolat. C'est un collectif d'avocats qui s'est assis et qui a dit on va défendre un compatriote. Et dans ce collectif-là, il y a toutes les tendances religieuses, tribales. Donc, c'est pour dire que, quand même, maître, il faut vous encourager. C'est vrai que vous compensez cela aussi avec les gros clients que vous avez qui vous donnent beaucoup d'argent. Maintenant, autant les avocats l'ont fait, les psychologues peuvent aussi le faire. Ils peuvent se constituer en collectif et recevoir ceux-là qui sortent des prisons de manière bénévole et leur redonner goût à la vie. Mais Charles et Lisa, on viendra à la solution. Hein. Nous, on veut savoir. C'est une aubaine de vous avoir sur ce plateau ce soir. Oui, hein. Oui. On viendra, vous allez nous donner quelles sont les pistes de solutions qu'on pourrait explorer. Hein. On a quand même vous avez un carnet d'adresses inestimable. Oui. Hein. Faites-nous une fleur ce soir. Hein. Vous avez un cas pratique. Vous êtes un décideur. Nous savons quelle est votre force de frappe. Vous avez Jules Aubert devant vous. Qu'est-ce qui va être fait? Je suis moins décideur que la tribune qu'offre Canal 2 à monsieur, parce qu'on ne sait pas qui est en train de suivre l'émission aujourd'hui. Tout ce que je voudrais dire à Jules Aubert, c'est que le RDPC, qui est responsable, à un moment donné au niveau étatique de la politique carcérale de ce pays, est aussi ce parti-là qui tend aussi le bras au niveau humanitaire. Et pour vous faire comprendre que des grandes personnalités qui ont le cœur sur la main dans ce parti sont prêtes à vous aider. Il faudrait seulement que vous ayez le tuyau, la route qui va vous amener vers eux. Et je me permets de me présenter pour vous dire que je vous amène ce qui vous voulez, mais je ne vais pas faire la publicité ici, parce qu'ils veulent être... ils aiment agir, parce que quand on fait une bonne œuvre, c'est... Voilà. Donc, un peu comme ce que les avocats ont fait, il y a ces gens qui sont prêts à vous aider pour que vous soyez, pour que vos 10 ans, qu'on ne va pas vous rembourser. Vous n'avez plus ce mur de 2 mètres en béton vibré, qui soit un mur de 5 cm en béton moins vibré, qui vous permettra de redonner goût à la vie. Ils sont prêts à vous soutenir. Ce sont des camarades à moi qui m'ont dit, entre guillemets, président, passe-lui ce message. Merci. Ah, bah bravo. Mais on pourrait applaudir c'est une promesse. Hein. Merci. Et je vous rassure, chers téléspectateurs, hein, on vous dira en temps opportun comment est-ce que la promesse évolue avec Charles-Élie Zangassi. On va passer à la synthèse. On va donner la parole à Romain. On va donner la parole à Romain qui est le fils de Jules Aubert. Hein. Oui, on donnera la parole à Romain tout à l'heure, oui, parce que Romain est avec nous sur ce plateau. Non, tout de suite. Hein. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Ça a été fait exprès. Hein. On gardait le meilleur pour la fin. Alors, comment est-ce que vous vous sentez ça fait 10 années que vous n'avez pas été sous le même toit que votre papa. Ça a été facile? Qu'est-ce qui n'a pas été facile, Romain? Je ne peux pas essayer de relater toutes les difficultés dont nous avons fait face lorsqu'il a été incarcéré. Mais il y a juste 2 éléments que j'aimerais soulever. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les frustrations que nous avons eues, c'est lorsqu'il a été pris à Konolinga. Nous avons eu ce constater le matin qu'il n'était plus là. Vous aviez quel âge, vous particulièrement? Je faisais la classe de 3e, j'avais pratiquement 15 ans. Ah, vous en avez combien? 25? J'ai 25 ans. Donc lorsqu'on constate le matin, c'était de la panique totale. On a constaté qu'il n'est plus là. Chaque matin, il est avec nous. Maintenant, au quotidien, je veux dire, vos camarades, est-ce qu'il y a eu un impact? Qui était le papa à la maison, puisque maman n'était plus là? On vivait avec notre grand-mère. C'est elle qui... Ah d'accord, vous avez grandi avec grand-mère? Oui, c'est elle qui nous occupait de nous. Je voulais aussi profiter de continuer pour parler du deuxième élément, c'est que lorsque nous allons leur rendre visite,
ils ne riaient justement pas. Comme, même quand ils vous voyaient. Que nous, ces enfants, on avait du mal à croire qu'on est en face de notre père. À un moment, on se méfiait même, c'est-à-dire qu'il ne riait pas, on sentait qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans sa peau. Est-ce que vous lui disiez que vous l'aimez? Vous le lui avez dit à ce moment? Tout à fait, on le faisait. Vous allez le dire tout à l'heure encore. D'ici la fin, vous le direz tout à l'heure. Bien sûr, Oui. bien sûr. Oui. Et Facile, le regard des autres Le regard des autres, c'était moins important parce que ce qui nous préoccupait, c'était nos études. Comment on était appelé à trouver le juste milieu entre nos études et la santé de notre maman, notre grand-mère. Parce que lorsqu'il est allé en prison, elle était, par rapport à nous, tout ce que vous avez. non, c'est-à-dire que le malaise que nous avions chez elle, c'était x4. Donc, il fallait gérer les études, il fallait... Qui gérait les biens de papa? C'est la grand-mère, bien sûr. Et nous entretenons sur le plan matériel. Que certains éléments, là, c'était par exemple ses habits qu'il fallait laver, il fallait nettoyer la maison. Mais à un moment, on a lâché parce que ça ne faisait que prendre du temps. On n'avait pas de suite pour... On n'avait aucune suite. Rien ne nous garantissait qu'il pouvait sortir demain après demain. Comment vous avez accueilli le fait qu'il soit sur le point de sortir? Quand vous avez vu sur les réseaux sociaux 1000 partages, 200 partages. Je veux vous dire que je participais justement à ces partages. J'ai pas de mots, hein, j'étais juste fier. Je le voyais déjà en train de sortir. Lorsque la presse a pris la chose, je le voyais justement déjà en train de sortir. C'était juste fier. J'ai pas vraiment de mots ici. Oui. Vous voulez faire quoi dans la vie? Actuellement, je suis étudiant. Quelle filière? Je fais génie logiciel. Est-ce que ça a un rapport avec votre histoire avec votre père? Pour le choix de votre filière? Non. Pas vraiment? Non, c'est pas lui. Non, pas vraiment. C'est l'autre qui avait parlé de ça. D'accord, d'accord. Ça n'a pas vraiment un rapport. Ça n'a pas un rapport. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit à votre papa que vous l'aimez. Maître, nous sommes en train de sortir. Quelle solution? Vous avez beaucoup de cas comme ça de détention provisoire, de personnes qui doivent se reconstruire, qui ne savent pas où aller après. La solution, nous nous battons au quotidien pour essayer d'alléger la tâche de ces personnes qui souffrent. Je rappelle que c'est gratuitement que vous le faites, bénévolement. Tout à fait, tout à fait. Mais ça ne va pas continuer ainsi ou bien... Qui sait. Mais depuis des années, nous nous battons bénévolement. Nous faisons sans un soutien, donc oui, bien sûr. C'est pas une question d'assistance, pas du tout. Enfin, bénévolement, parce que nous sommes touchés par ces situations-là. Nous avons des enfants, ça nous touche aussi. Nous avons des familles et autres. Comment rester insensible face à une telle douleur? Il faut être humain. Bon, je sais au Cameroun, il y a des gens qui sont encore habités par cet esprit d'humanisme et qui nous assistent au quotidien. Tout comme aussi, il y a des gens qui pensent qu'un jour ou l'autre, ils n'iront jamais en prison. Alors, comme on dit, soyez plus tous les toits. Sur mon regard. Alors, je rappelle que l'un des dossiers brûlants sur lequel vous travaillez en ce moment, c'est celui des fillettes du côté de Kongsamba. On espère que récemment, on aura de bonnes nouvelles quant à l'évolution de l'enquête. Actuellement, l'affaire est toujours pendant au tribunal de grande instance de Kongsamba, de Mungu. L'auteur, la personne qui a commis ces actes abominables et en détention provisoire, nous défendons les familles des victimes. Nous espérons que d'ici peu, on pourra aboutir à une décision de condamnation. Voilà. Alors, c'était pour ce dossier. Alors, Charles et Linzan, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Il faut d'abord bénir les avocats, ces avocats-là, leur demander de continuer dans le travail excellent qu'ils font, et que les autres partenaires de la société libérale les rejoignent. Les psychologues. Et maintenant, les psychologues, les médecins, maintenant que l'État mette en place, enfin peut-être de manière définitive, un fonds qui va permettre à ce que ceux des jeunes, des mineurs, des femmes, de ceux qui sortent des prisons et qui ont envie de se réinsérer, soient pris en charge dans les différentes structures sociales pour qu'ils deviennent à part entière les acteurs de la société. Super. Alors, Jules Omer,
pour sortir, on est en train de terminer. Oui, tout ce que je voulais dire ici, c'est que pour ceux qui sont restés incarcérés et qui sont incarcérés jusqu'à aujourd'hui, qu'ils puissent bénéficier d'une justice équitable. Et je ne souhaiterais pas qu'un autre Camerounais puisse subir ce que j'ai subi. Et je salue mes AP du côté de Koningui. Mes AP. Comment on appelle? Qu'est-ce que ça veut dire AP? Non, ils vont comprendre. Ah, les AP. Ah, bah moi je salue aussi. Nous saluons du côté du Canal 2, nous saluons aussi les AP de Jules Omer Tchenkam du côté de la prison centrale de Koningui. Peut-être un mot pour votre papa, hein, pour sortir. On aimerait sortir sur des vélos. Allez-y. Avant de remercier, moi je voulais profiter pour remercier les avocats qui ont participé à sa libération. Maître Dominique Fous, Guy-Olivier Bouta. Tout à fait, son collectif. Monsieur, pas Monsieur Boutou. Tout à fait. David Eboutou, oui, l'élément déclencheur. Eboutou, qui est justement l'élément déclencheur. Maître Oyer, qui est un jeune de Nubel. Nous sommes lui. Maître Oyer, qui est de Votre mot gentil pour votre papa. Et les médias aussi. Oui. Les médias aussi, tous les médias. Oui. Je voulais, nous t'aimons. Pourquoi vous l'embarrassez? Est-ce qu'on dit Il est embarrassé. Vous êtes content qu'il soit là? Nous sommes fiers de te revoir. C'est facile pour lui de dire j'étais mal à petite. Bon, papa. Et en plus, non. Alors, on voulait se quitter sur une belle note. Hein. Pour arriver, vous avez vu qu'on a réussi à faire sourire Jules Omer Tchenkam, pour qui une nouvelle vie est en train de commencer dès aujourd'hui. Merci à l'équipe de production. Très certainement, on va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.